La saison de Superbike France vient de redémarrer sur le circuit du Mans le premier week-end d'avril, sous une météo fraîche, mais ensoleillée. Une chance pour les pilotes qui reprenaient la piste après la longue trêve hivernale. Cette année encore, on verra s'affronter les catégories 125, qui accueillent désormais les premières motos 3 en 250 cm3 4 temps. Le trophée Pirelli, partenaire historique de ce championnat et véritable pépinière de futurs talents, les Supersport 600, les Superbike 1000, catégorie suprême, et bien entendu, les sidecars, toujours aussi impressionnants et sympathiques à voir rouler. Un programme bien chargé donc pour un championnat qui trouve une fois encore son nouveau souffle et prouve s'il en avait besoin qu'en France le championnat Superbike c'est beaucoup de passion, du talent et des équipes de plus en plus professionnelles. En parallèle, l'ancien championnat Top Twin Unlimited de Thierry Capella devient les European Bike, accueillant désormais toutes les motos du vieux continent, italiennes en tête bien sûr avec la toute dernière Ducati Panigale, mais pas seulement puisque les KTM, les Aprilia et les BMW ou les Triumph y sont admises. Week-end d'ouverture très attendu donc en présence du président de la Fédération française de moto, Jacques Boll, qui nous parle des nouveautés de cette saison 2012. Les championnats de France de Superbike évoluent régulièrement. Cette année, on peut noter l'arrivée des motos 3 en 125. C'est, je crois, l'innovation de ce championnat 2012 avec des 254 temps, donc qui, à l'instar des Grands Prix, arrivent en championnat de France. Je crois qu'il y en a 8 au départ ce week-end et c'est la nouveauté 2012. Et vous, pour vous, ça c'est l'avenir, de toute façon, l'avenir obligatoire? Oui, mais on est obligé de toute façon de suivre ce qui se passe sur l'international. Et aujourd'hui, c'est les 4 temps. Les 125 étaient la dernière catégorie avec des 2 temps au départ. Donc aujourd'hui, ce sera des 4 temps également dans cette ex-catégorie 125 qui s'appellera donc Moto 3 très bientôt. Voilà, vous avez répondu en même temps à la question que je voulais vous poser. Donc on les appellera Moto 3 en championnat de France Superbike. Je suppose, la décision n'est pas arrêtée aujourd'hui, mais je pense que ce serait logique de le faire comme ça. Marc Fontan, patron de la Dark Dog Academy, engage Robin Hahn sur une de ses nouvelles Moto 3. Il s'explique. C'est une évolution aujourd'hui avec les la pollution, le bruit, on n'y échappe pas, donc c'est une très bonne moto parce que déjà elle s'avère être plus performante que les 2 temps. Je pense qu'elles vont progresser de plus en plus et c'est des motos qui vont être moins violentes à conduire. Bon, par contre, il y a des budgets beaucoup plus forts parce qu'on rentre dans le 4 temps et un 4 temps c'est beaucoup plus dur à faire marcher et ça coûte, je dirais, pratiquement plus cher à l'entretien. Mais on n'y échappe pas, on est dans ces normes-là, donc il faut partir dans ces catégories-là en espérant que ça puisse ouvrir la voie sur les championnats du monde à des jeunes pilotes parce que même si c'est plus cher, la catégorie reste quand même abordable. Sur la grille de départ de la finale des 125, future Moto 3 donc, la pole est tenue par Jules Danilo sur la Honda 254 temps numéro 95 du team GMT 94. Il est suivi de Jimmy Petit, le numéro 3, sur une 125 2 temps, et Robin Hahn, lui aussi, sur Moto 3. Derrière, en deuxième ligne, on trouve Guillaume Raymond, le 27, Loris Cresson, le plus jeune de la classe du haut de ses 13 ans, sous le numéro 84, et Enzo Boulon, redoublant de la catégorie 125 et cependant très bien classé l'an passé. Au feu vert, Robin Hahn, le 17, fait une bonne opération et prend la tête de la course immédiatement. Le couple supérieur de son moteur 4 temps lui permet de s'extraire du paquet et il colle vite de belles longueurs d'avance dans la vue de ses adversaires. Jimmy Petit, Jules Danilo, Enzo Boulon bien parti et Guillaume Raymond. Il boucle le premier tour avec déjà 2 secondes d'avance sur les suivants. Dès lors, il va s'échapper et distancer à la régulière Danilo, Boulon, Petit, Gourin et le reste du peloton. Robin Hahn, parti loin devant, c'est entre Danilo et Petit que le spectacle va se jouer. On voit alors s'affronter la 125 2 temps de Petit face à la 250 de Danilo et on sent qu'il va se passer quelque chose, que la relève est déjà largement prête. Danilo a pris l'ascendant mais Jimmy Petit ne lâche rien et reste dans sa roue. Une relève que Robin Hahn est en train de confirmer en accentuant son avance sur ses poursuivants d'une petite seconde au tour.
Si jamais les commissaires techniques demandent un contrôle antidopage, il ne faudra pas s'étonner tant cette 250 marche fort. Évidemment, on plaisante, mais vous aurez compris que les deux temps sont largement menacés par les nouvelles arrivantes, même si Petit arrive à s'emparer un temps de la deuxième place. Danilo d'ailleurs reprendra l'ascendant sur Petit très rapidement et la lutte est des plus chaudes entre deux qui remontent sur Robin Hahn et peuvent encore tenter quelque chose. Robin Hahn, toujours en tête, a tué un peu le suspense pour la première marche. Mais comme il roule de façon impeccable, on ne lui fait aucun reproche. Rien n'y fera cependant et Petit, bénéficiant de la plus grande agilité de sa 125 qu'il connaît bien, fait quelques passages à l'intérieur tout à fait superbes sur Danilo. Ils font le spectacle et on ne va pas s'en plaindre. On notera l'excellente prestation de Loris Cresson sur sa Honda chaussée en Bridgestone qui se rapproche du trio de tête en passant des chronos impeccables devant Arciero et Boulon. On attend donc les derniers tours en déplorant l'abandon de Jules Danilo sur casse mécanique et la course ira ainsi à son terme avec une belle victoire de Robin Hahn, le petit genou de la Dark Dog Academy qui inscrit son nom dans les tablettes en faisant triompher pour la première fois une 254 temps dans le championnat de France Superbike. Je me suis fait vachement plaisir et c'était un peu long parce que j'étais tout seul devant, mais je voyais qu'il revenait de temps en temps, alors il y avait quand même une certaine motivation pour pas qu'il me revienne, donc c'était pas tout à fait ennuyé quand même. Jimmy Petit, deuxième devant Loris Cresson, a su imposer sa 125 de temps. Mais pour combien de temps encore? Dans ce championnat de très haut niveau, un des aspects primordiaux concerne les pneumatiques. C'est le nerf de la guerre, le domaine du possible et de l'impossible. À ce niveau de compétition, on parle en centièmes de seconde d'un pneu à l'autre. Les enjeux sont donc énormes. Michelin, Dunlop et Pirelli s'affrontent donc sur la piste avec acharnement et chaque marque a beaucoup travaillé cet hiver pour offrir aux pilotes le meilleur matériel possible. Chez Pirelli, Pascal Serra, responsable de la compétition, fait le point sur cette saison qui s'annonce très disputée. On a fait des essais avec nos deux équipes principales de développement qui sont le team SRC Kawasaki et puis le team Dark Dog Yamaha. Et on a trouvé quelques solutions qui ont l'air d'être un petit peu meilleures que celles qu'on avait en 2011. Et bon, pour l'instant, le début de week-end se présente bien. On espère surtout concrétiser dimanche au niveau des résultats. Chez Michelin, la préoccupation est bien entendu la même, la victoire. Jean-Pierre Aquil, technicien pneumatique auprès de l'équipe BMW France, nous le confirme. Ça se présente bien. On a perdu un peu mon Erwan Nigon, mais Sébastien Gimbert tient bien la rampe. La moto va bien. C'est une nouvelle, c'est une évolution de la machine de l'an dernier. Donc on a fait pas mal de réglages. On est encore en train de travailler, mais à chaque tour on progresse, je dirais. Là, Sébastien est confiant, nous aussi. L'équipe BM a vachement bien bossé. On a fait pas mal d'essais ensemble. Et on va tout faire pour gagner, hein. On est venu pour ça. Dunlop, autre grand nom des courses moto, équipe de nombreux teams. C'est d'ailleurs un pilote très fidèle à la marque, Guillaume Dietrich, qui nous livre ses impressions sur sa montre pneumatique 2012. Parler de mes pneus, c'est simple, ça fait 15 ans que je suis aidé par Dunlop. Même malgré ce qui s'est passé l'année dernière et tout, il continue à m'aider. Et ça, c'est plus que sportif, c'est de l'humain. Et voilà, et là, je leur dis un petit merci comme ça. Après, on n'est pas premier, eux, ils veulent la victoire. Mais en pneu course, je sais que je suis rapide. Le trophée Pirelli, comme son nom l'indique, est organisé par la marque et se révèle être un tremplin pour les jeunes pilotes qui accèdent ainsi aux 600 cm3 sur un pied d'égalité pneumatique. Sur la grille de départ de la finale du dimanche, Thibaut Bertin, Florent Tourne et Anthony Dumont occupent la première ligne devant Kevin Zalaï, Hugo Clerc, Maxime Cudéville. Martinez, Gouin et Dupuis sont en troisième ligne devant une quarantaine d'engagés dont 4 filles, s'il vous plaît. Au signal de départ, Thibaut Bertin opère impeccablement et s'empare de la tête de la course dès le premier virage. Zalaï, Gourin, Clerc, Cudeville sont dans le bon rythme et la courbe Dunlop passe à peu près pour tout le monde, excepté Maxime Cudeville, le numéro 9, qui tient sans aucun doute à se faire remarquer par le public de la tribune.
Heureusement, il réussit à repartir après sa chute, mais ruine ses chances réelles de bien figurer après des qualifications de très bon niveau qui pouvaient lui permettre une bonne place au classement. On l'applaudit quand même. D'autres chutes ont malheureusement lieu et le safety car est donc requis pour remettre la piste en état. On profite donc de cette courte pause pour saluer Ornella Ongaro, la pilote de la Suzuki numéro 28 qui roule sur cette finale avec un bras très abîmé suite à une grosse chute aux essais. Mais elle n'a pas voulu abandonner, tentant au moins de ramener une position au classement. Belle preuve de courage et respect, mademoiselle. Bon, le safety car est rentré, on va pouvoir repartir. Sans Florent Tourne, Anthony Dumont, Thibaut Gouin et Pierre Texier, impliqués dans la chute collective qui a motivé la sortie de cette voiture de sécurité. Zalaï prend la tête de la course devant son coéquipier Thibaut Bertin. Leurs deux Yamaha marchent fort et eux donnent l'impression de survoler le débat. Derrière, Erwan Kelly sur la Kawasaki numéro 53 et Hugo Claire ont lancé la chasse. Le spectacle est superbe. On sent la grosse motivation de ces pilotes qui débarquent dans la catégorie. Zalaï et Bertin s'échappent. À la suite, les positions évoluent peu et Kelly résiste bien à Claire pour finir enfin sur la 3e place du podium au terme de cette manche largement dominée par Zalaï et Bertin. Des noms auxquels il va falloir s'habituer cette année. Kevin Zalaï, qui débute là la saison de fort belle manière, nous livre quelques impressions d'après-course. C'est un très bon début de saison, j'espère que ça continue comme ça. Puis après, la course c'était difficile au début parce qu'avec le safety car, et puis après j'ai vu que j'étais un peu plus rapide que Thibaut. J'ai réussi à le doubler et puis faire le trou un peu et puis voilà. Thibaut Bertin et Erwan Kelly complètent donc ce podium et se placent d'entrée de jeu pour la course au titre du Trophée Pirelli. La traditionnelle visite des stands est un rendez-vous que les spectateurs manceaux n'ont pas voulu manquer. Une pitlane noire de monde et des pilotes disponibles pour rencontrer les fans. Voilà la recette d'un dimanche midi réussi où la convivialité le dispute à la passion. La passion d'ailleurs est un moteur précieux pour ceux qui connaissent quelques revers de fortune même au plus haut niveau. Valentin Debise, engagé en Moto 2 en championnat du monde, n'a plus les budgets pour continuer à rouler. Autour de lui, Yamaha, via Hubert Regal, un ancien pilote, et quelques professionnels hyper motivés tels Yves Carlo et Alain Bronek, ont monté une structure minimaliste pour qu'ils puissent rouler en 600 Supersport malgré tout. Rencontre avec un team qui fonctionne avec un cœur gros comme ça et où tout le monde met les mains dans le cambouis. Je repars avec ma propre structure et donc un championnat de France 600 Supersport avec seulement des bénévoles, donc beaucoup de personnes qui m'aident, au niveau des pièces. Là, vous pouvez voir cette course, j'ai un télémétriste qui travaille normalement en Grand Prix qui est venu m'aider, donc c'est vraiment sympa de sa part. J'ai mon mécano qui travaille là sur ma moto, lui il va être là, il va me suivre toute l'année pour faire tout ce qui est maintenance. Donc moi aussi je participe à ce que je peux faire, je ne suis pas très doué en mécanique, donc je nettoie les carénages, je nettoie les roues, je vais les changer, je change des pièces, voilà, je nettoie les freins, je fais ce que je peux. On a une grosse équipe et puis l'année d'après on n'a plus de moyens, c'est difficile, c'est d'ailleurs une grosse remise en question je pense, non ? Non, parce que moi mon but c'est de rouler, de gagner des courses, donc là c'est pas les meilleures conditions c'est sûr. Mais après cet hiver quand j'ai fait les démarches pour venir à Championnat de France, il y a beaucoup d'équipes qui m'ont refusé en me disant que j'avais pas le niveau, en disant que je savais pas rouler, en me donnant plusieurs excuses. Donc moi je me suis dit voilà, j'ai monté mon équipe avec des bénévoles, on va faire ça tranquillement et on voit qu'au final ça marche. Quand on a des bons résultats comme ça dès la première course, on risque d'être aidé plus facilement par la suite. Alors effectivement, le gros du budget pour nous, c'est le budget pneus. Puisqu'on peut passer jusqu'à 9 pneus par week-end. Ça fait environ 2000 €, enfin grosso modo. Donc là, on est aidé et je pense que nous, Pirelli, commence à avoir une discussion technique avec Valentin qui a toujours eu un très bon feeling sur les pneus, même quand il était en Grand Prix. Nous faisons partie, toute une équipe de gens qui vont sur le forum Pitlane, où il y a tout un mouvement de sympathie avec Hubert Regal qui est ici, des gens comme Jacques Bussillet, on est vraiment très nombreux. Thierry Noblesse aussi, l'ancien pilote de Grand Prix qui est présent, et de faire en sorte que Valentin puisse rouler. Et si Valentin Debise n'a pas le plus bel hospitality du paddock, il sait qu'il peut compter sur le soutien de vrais passionnés.
Au départ de la finale du matin des 600 Supersport, on retrouve en pole position Louis Bull de la Dark Dog Academy, vice-champion 2011. Grégory Leblanc, revenu dans la classe après une saison en Superbike. Et Axel Morin, le numéro 89, sur la première ligne. Valentin Debise s'est qualifié en 7e position, prouvant là que ses saisons au championnat du monde lui ont été bien utiles. Au feu vert, Greg Leblanc sur sa Kawasaki est le plus rapide à se mettre en action et devance Axel Morin, Louis Bull, David Perret et Valentin Debise, bien parti lui aussi. Très vite, comme il en est habitué, Leblanc implique à la tête de la course un rythme plutôt soutenu. Mais Bull, qui a réagi, est déjà dans son dosseret, suivi de son coéquipier David Perret. Un Perret d'ailleurs qui va tenter de gêner Louis Bull, mais va vite se faire repasser. Morin, Camus, Debise et Échard tentent de juguler cette avance et de prendre la bonne place dans le bon paquet. Bull, très remonté après ses très bons essais, va s'emparer de la tête de la course. Leblanc, Perret et Morin lui emboîtent le pas, creusant un léger écart avec le reste de la meute. Bull, au sommet de son art, mène la danse. Il est à l'aise, même si la menace de Leblanc est toujours bien présente. Debise est placé 5e avec sa moto stock et remonte sur la tête de la course. Tête de course où les positions s'installent et où l'on est heureux du spectacle offert par Perret et Morin qui roulent roue dans roue et ne lâchent rien. À eux deux, ils font le spectacle et derrière, Debise fournit son effort et se débarrasse enfin d'Étienne Masson, le numéro 55. Dans le peloton, Gérald Dury, le numéro 31, connaît une chute sans gravité pour sa santé, mais qui l'oblige malheureusement à l'abandon. Il ne peut pas repartir et c'est bien dommage vu qu'il était dans les points. Louis Bull est en tête et il aligne le meilleur tour en course. On le sent proche d'une victoire bien méritée. Mais Leblanc, décidément revenu aux affaires dans la catégorie 600, va s'emparer du commandement de la course. Derrière, Debise est parvenu à ses fins et occupe provisoirement la 3e marche du podium devant Perret, qui n'a pas dit son dernier mot. Bull, derrière Leblanc, tente donc de reprendre l'avantage, mais ça n'est vraiment pas facile. Et la course ira à son terme de cette façon, Valentin Debise s'offrant la 3e marche derrière Bull et Leblanc, qui commentent ainsi sa course. Il est parti vite devant, j'ai réussi à m'accrocher et à mi-course quand son pneu commence à détériorer, moi j'ai patienté jusqu'aux 3 derniers tours. Je l'ai passé, j'ai fait mon meilleur tour en course d'entrée et donc j'ai pu creuser un écart de 2 secondes et puis après j'ai géré jusqu'à la fin. Donc la saison commence bien, une première victoire et donc voilà, c'est super. Maintenant vivement la 2e manche pour remettre ça. Grégory Leblanc tiendra ses promesses puisqu'au départ de la 2e manche, il vire en tête au premier virage devant Louis Bull, David Perret, Étienne Masson et Axel Morin. Valentin Debise, en retard sur la grille, s'était lancé de la dernière ligne. Ça ne va pas être facile pour lui. Louis Bull ne veut pas se faire avoir de nouveau et très vite, il prend les commandes de cette manche. Leblanc et Morin sont assez basques et à quelques longueurs, Mathieu Lagrive et Robin Camus sont en observation. Debise est déjà revenu à la 9e place. Bull roule très fort. On sent qu'il veut se mettre à l'abri de Morin et de Leblanc. Il a déjà quelques secondes d'avance grâce à des chronos proches des temps de la qualification. Il donne un rythme de fou à la course au point qu'à la chicane Dunlop, Leblanc passe à 2 doigts de la correctionnelle en traversant le bac à gravier, ce qui n'est absolument pas prévu dans le tracé de cette course. Mais regardez comment il s'en sort. Plutôt bien. Cela ne l'empêche pas de garder son rang de 2e, comme si cette partie de tout-terrain n'avait été qu'une pure formalité. Morin est 3e devant Perret et Masson. Debise est là, juste derrière, et remonte nettement sur eux et sur la tête de la course. Bull seul au monde, Leblanc solide 2e à quelques secondes. Le suspense se déplace vers la 3e place pour laquelle 4 pilotes ont encore une chance de l'emporter. Ça roule en paquet et on assiste à une très belle bagarre, menée par Morin.
Les positions semblent s'établir ainsi et Valentin de Bise, qui force beaucoup en 6e place, va lui aussi aller à la faute sans vraiment se faire mal, mais il perd beaucoup de temps et évidemment la chance de monter sur le podium. Sur la fin de course, les positions évoluent peu. Bull est toujours en tête, Leblanc temporise et Morin, qui avait le podium à portée de main, va malheureusement à la faute. Sa moto endommagée ne lui permet pas de repartir. Bull passera donc la ligne en premier, suivi de Leblanc. Et le podium sera complété par Étienne Masson, qui l'emporte pour 48 millièmes de seconde sur Perret, avec qui il a bastonné jusqu'à la fin. Regardez ça, c'est absolument superbe. L'objectif c'était vraiment de faire une belle course cet après-midi. Ce matin on a manqué un peu de chance, on va dire, avec le pneu on a fait un mauvais choix. Et cet après-midi, l'objectif c'était vraiment de gagner. Là, je pense qu'on l'a bien réussi. Je suis très content. Pirelli a fait du bon boulot. La Dark Dog Academy est toujours pareil, c'est moto au top, c'est vraiment génial. Un podium super sport donc qui donne Leblanc et Bull à égalité de points, ce qui nous promet une suite de saison très animée. En Superbike, 1000, après une très belle pole position, Julien Dacosta a le sourire sur sa Kawasaki. Il devance Sébastien Gimbert, champion sortant sur la BMW, et Vincent Philippe, de retour aux affaires, sur la Suzuki montée en Dunlop. Dietrich, Delal et Muscat complètent la deuxième ligne. Au feu vert, Dacosta réussit le hold-up parfait, et Gimbert, lui, se loupe. Vincent Philippe et Muscat sont dans le bon paquet, avec Hugo Marchand, un revenant. Guillaume Détriche, Delal, Denis Bouhan qui découvre la catégorie et Gimbert seulement 8e sont eux aussi lancés. Dacosta seul en tête, c'est le duel entre Vincent Philippe et David Muscat qui s'empare un temps de la deuxième place. Vincent Philippe réplique immédiatement et reprend l'avantage sur la Ducati. Et dans le paquet, Gimbert revient peu à peu sur la tête de course. En lutte pour la deuxième place, avec Vincent Philippe, il nous offre un beau spectacle et montre qu'il est toujours en forme, prêt à reconquérir son titre sur sa BMW du Team France. Dacosta, quant à lui, a collé 10 secondes à ses adversaires tout au long de la course. Il finit donc logiquement sur la plus haute marche du podium, à peine inquiété par les champions de la classe. On a bien préparé cette saison, cet hiver. Avec Pirelli, ils nous ont amené vraiment de bons produits. Mais bon, je sais que Sébastien, c'est pas sa place. L'écart est conséquent. Je sais très bien qu'il va être là tôt ou tard. Donc je reste sur mes gardes. Mais bon, ça c'est déjà fait. C'est bon à prendre. Pour la deuxième manche, ce sera le même scénario, ou presque, puisque cette fois, Sébastien Gimbert ne se laisse pas surprendre. Il va d'ailleurs batailler dès les premiers virages avec Vincent Philippe, décidément revenu au meilleur de sa forme. Derrière, le paquet passe la chicane Dunlop sans se prendre les pieds dans le tapis et tout le monde reste sur ses roues. On est bien content d'ailleurs. Très vite, ces trois lascars vont prendre le large, mais Dacosta sera définitivement intouchable sur sa Kawasaki, assénant des temps autour invraisemblables. Et Gimbert aura beau faire, il ne pourra remonter sur la moto verte qui montre que cette saison, il va falloir compter sur elle. Derrière, Guillaume Détriche, lui aussi de retour en forme sur sa BMW chaussée en Dunlop, a pris la 3e place. C'est ainsi qu'ils iront au drapeau à damier, concluant cette manche mancelle de la plus belle façon qui soit. Julien Dacosta, 2 fois sur la plus haute marche du podium, réclame son dû au public. La deuxième manche du championnat à Nogaro, c'est fin avril. Surtout, ne la manquez pas.